Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite. Le tunnel des dieux. Des archéologues en Turquie viennent tout juste de découvrir de très rares et de très anciennes gravures de divinités assyriennes. Ces gravures ont été découvertes dans un mystérieux complexe souterrain décrit par les archéologues comme étant sans précédent. Et il semble indiquer que l'empire le plus puissant du monde il y a près de 3000 ans avait déjà recours à une forme de politique douce dans l'une de ses régions frontalières. La scène gravée représente au moins 6 dieux, dont Abad, le dieu mésopotamien de l'orage, le dieu de la lune Sin, le dieu du soleil Shamash, et Atargatis, la déesse de la fertilité de la région. La nature de la découverte est également inhabituelle, puisque le complexe souterrain a été découvert en 2017 en suivant un passage secret depuis une maison moderne dans le village de Bashbouk. Le complexe a donc été découvert durant la construction d'une maison, mais cette trouvaille n'a pas été signalée aux autorités. Mais depuis, des centaines de passages, d'escaliers et de galeries taillées dans la roche ont été découverts. Le complexe et les gravures semblent inachevés, et les chercheurs supposent que la construction s'est arrêtée de manière inattendue, probablement au début du 8e siècle avant notre ère. Et une inscription à côté des sculptures semble indiquer une partie d'un nom qui, selon le chercheur, se lirait Mukinabua. Justement, un Mukinabua est répertorié il y a environ 2700 ans dans les registres assyriens comme étant le gouverneur de la capitale provinciale de Tushan, à environ 145 km à l'est de l'actuel Bashbouk. Il se pourrait que les archéologues viennent peut-être de découvrir une pièce manquante dans l'histoire de la région. Mukinabua aurait ordonné la construction du complexe souterrain et la réalisation des gravures, et les experts notent que certaines caractéristiques des dieux sont typiquement assyriennes, telles que leurs cheveux et leurs barbes, mais de nombreux détails des gravures indiquent de fortes influences de la culture araméenne locale. Les Araméens avaient vécu dans la région pendant des siècles avant de tomber sous la domination de l'Empire assyrien qui était en pleine expansion au 9e siècle avant notre ère, passant ainsi sous le contrôle de rois qui vivaient loin à l'est, dans le nord de la Mésopotamie. Et les inscriptions à côté des gravures étaient là aussi écrites en araméen et donnent les noms araméens des dieux, plutôt que leur nom assyrien. Ce mélange délibéré pourrait être une tentative des dirigeants assyriens qui n'étaient pas sur place de s'intégrer aux chefs locaux plutôt que de régner par la force. La découverte change donc notre compréhension de l'expansion de l'un des premiers grands empires de l'histoire, et elle nous prouve que si les Assyriens ont atteint la puissance qu'ils avaient, c'était autant grâce à leurs forces militaires qu'à leur diplomatie et à leur usage très ingénieux de politique douce. Schéma stellaire. Göbekli Tepe est certainement l'un des sites archéologiques les plus mystérieux au monde. Il est peut-être même plus important que Stonehenge ou les pyramides. Ce site est le plus grand mystère du monde antique. Il a été bâti il y a à peu près 12 000 ans, ce qui le rend donc l'aîné de Stonehenge de plus de 7 000 ans. Et le site n'a cessé de dérouter les experts et les scientifiques depuis sa découverte à cause de ses dimensions et de sa complexité, et surtout pour le simple fait qu'il n'est pas censé exister. La plupart des archéologues s'accordent à dire que Göbekli Tepe était le premier observatoire de l'histoire. Le lieu exceptionnel a été bâti alors même qu'il n'existait aucune ville ou même un village ou une colonie construite par l'homme. Il y a 12 000 ans, les êtres humains vivaient essentiellement dans des grottes ou parcouraient les terres en nomades. Aucune ville n'était bâtie et l'homme ne disposait d'aucune technologie avancée excepté des outils en pierre et des arcs et des flèches aux pointes de silex. Et pourtant, Göbekli Tepe était plus avancé que des structures bâties par des civilisations qui sont venues plusieurs millénaires plus tard. Mais on ignore toujours qui a construit ce temple, à quoi il servait ou même comment il a été bâti. Certains vont même jusqu'à dire que c'est le jardin d'Éden comme décrit dans la Bible. Pour d'autres, des hommes primitifs l'ont construit avec une quelconque aide extérieure. Mais plusieurs experts pensent que la distribution spatiale du temple est censée s'aligner avec les étoiles et que la civilisation responsable de sa construction vénérait les étoiles comme des divinités. Mais quelles que soient les théories, Göbekli Tepe reste néanmoins un site exceptionnel qui pourrait tout bonnement changer notre histoire, puisque c'est le premier lieu que l'on connaisse où des êtres humains se sont réunis et ont mis à profit leur potentiel créatif et ont travaillé en communion et en communauté dans un but commun, celui de créer des temples mégalithiques à base de pierres gigantesques.
Mais là aussi, la construction même du site est un véritable mystère étant donné que ces personnes n'étaient pas censées avoir ni les outils ni l'organisation sociale pour bâtir une telle structure d'une telle dimension avec une telle complexité. Et on ne dispose même pas de preuves que des gens aient habité sur le site. Les archéologues n'en trouvaient aucun logement ni aucun signe d'enterrement, seulement le temple en lui-même, ce qui est une véritable anomalie historique et sur laquelle on ne sait que très peu de choses. Les prédictions de Nostradamus. Connu comme Nostradamus, Michel Nostredame était un auteur apothicaire français qui pratiquait l'astrologie et la divination. Et malgré sa mort qui remonte à plusieurs siècles, il est toujours considéré par les adeptes de ses prophéties comme une véritable référence et lui attribue plusieurs prédictions sur des guerres, des catastrophes naturelles, des révolutions et même des attaques nucléaires dans son ouvrage Les prophéties écrit en 1555. Mais est-ce que la lecture du livre de Nostradamus donne-t-elle réellement un aperçu sur l'avenir? Cela dépend grandement de l'interprétation que l'on fait de ces mots. Mais parmi les prédictions les plus persistantes faites à partir de ses écrits figurent la mort d'Henri II, la prise de pouvoir de Napoléon et même celle d'Hitler. Et l'une de ses prédictions les plus troublantes est celle où il écrit « Le sang du juste à Londres fera faute, brûlé par foudre de 23 les 6. La dame antique chérera de place haute, de même secte plusieurs seront oxy. » Et pour plusieurs, il est très difficile de ne pas faire l'analogie entre ce quatrain et le grand incendie de Londres en 1666. On voit dans ces 4 lignes le lieu, Londres, l'année, 3 les 6 pour 1666, l'incendie, brûlé par les foudres, et le fait que la célèbre cathédrale Saint-Paul fut entièrement détruite, de même secte plusieurs seront oxy. Une prédiction donc faite présumément un siècle avant l'événement. Mais alors, qu'a-t-il en réserve pour notre avenir? Il écrit dans une de ses prophéties pour 2021 « Peu de jeunes, à moitié morts pour commencer, morts par dépit, il fera briller les autres, et dans un lieu exalté, de grands maux s'abattront. » Certains y ont vu la prédiction d'un virus qui allait toucher les jeunes personnes et les transformer en sorte de zombies. Certains ont même pensé à un nouveau variant du coronavirus. Même si pour d'autres, la prédiction est tellement vague qu'elle pourrait s'appliquer à tout et à n'importe quoi. Mais pour ses prédictions de 2022, il écrit « Le prix du blé est si élevé que l'homme est incité à manger son prochain dans son désespoir. » Une prédiction assez troublante au vu des circonstances actuelles et du fait que le blé ait atteint son prix record en 2022. Mais il a aussi en réserve des prédictions bien plus sinistres comme la montée en puissance des intelligences artificielles et même un hiver nucléaire. Mais bien sûr, les écrits restent quand même très vagues et on peut tout de même leur faire dire plein de choses différentes. D'ailleurs, les écrits en question ne sont même pas datés et on ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont vrais ou ont été remaniés, enrichis ou bidouillés. Tout simplement parce que le manuscrit original a été perdu. Mais croyez-vous réellement ces prédictions ou ce ne sont que des interprétations fumeuses? Station de service romaine. Dans la campagne anglaise de Hertfordshire, des archéologues ont fait une découverte qui change notre regard sur les Romains. Pas fondamentalement, mais de façon significative. Cette découverte unique a été faite dans un terrain de football typiquement anglais qui était en travaux. Et l'intervention des archéologues a permis de découvrir l'équivalent d'une station de service ou d'une aire de repos chez les Romains, accompagnée de commodités et de quelques attractions de bord de route. Le site contenait une sorte d'auberge qui offrait le gîte et le couvert aux voyageurs. Il y avait aussi un forgeron et un temple pour les besoins religieux des voyageurs et toutes sortes de commodités. Selon le directeur des fouilles Andrew Griff de l'université d'Oxford, l'aire de repos proposait toutes les commodités nécessaires dont avait besoin un voyageur épuisé. Il y a déjà 2000 ans, quelqu'un voyageant sur le dos d'un âne ou d'un cheval aurait pu s'arrêter pour prendre un repas chaud, nourrir et reposer sa monture, réparer une charrette endommagée et même acheter des vivres et se ravitailler pour le voyage. Cette découverte prouve à quel point l'Empire romain était avancé et prospère. Et même aux confins de ces territoires, il offrait à ses citoyens des commodités pour leur permettre de voyager dans les meilleures conditions. Quand on vous dit que toutes les routes mènent à Rome. Le premier calendrier maya.
Dans les vestiges du temple de Las Pinturas, dans le complexe de la pyramide de San Bartolo, des archéologues ont fait une découverte exceptionnelle au Guatemala. La découverte bouleverse complètement notre chronologie de l'histoire maya. Le site archéologique de San Bartolo est connu pour sa pyramide, mais aussi et surtout pour ses fresques murales impressionnantes, d'où le nom Las Pinturas, les peintures en espagnol, qui lui a été attribuée en raison de la beauté des fresques polychromes et des scènes mythologiques qu'il contient. Ces fresques étaient peintes il y a plus de 2000 ans, juste après la construction de la pyramide de San Bartolo. Et alors que des experts de l'université du Texas étaient en train d'analyser les murailles en essayant de décrypter les anciens hiéroglyphes, ils sont tombés sur un glyphe qui est en réalité un fragment du plus ancien calendrier maya jamais découvert. Il a été reconnu grâce à la tête d'animal surmontée d'un point et d'un trait. Le symbole représentait selon eux ce qu'ils appellent en anglais le Seven Deer ou en français le 7 cerfs, l'un des jours du calendrier sacré de 260 jours. Ce calendrier appelé Tzolk'in est commun à toutes les civilisations mésoaméricaines et il est composé d'une série de 20 jours numérotés de 1 à 20 et qui se répètent 13 fois dans l'année pour atteindre un total de 260 jours. Le Seven Deer ou 7 cerfs est ainsi l'un d'entre eux. Il est ainsi suivi du 8 lapins, du 9 eaux et du 10 chiens. Et cette découverte change tout simplement l'histoire, car ces inscriptions auraient été réalisées entre 200 et 300 avant Jésus-Christ. C'est bien plus ancien que les précédentes traces de hiéroglyphes de calendrier retrouvées jusqu'ici, bouleversant ainsi les croyances précédentes, voulant que les premières traces calendaires n'apparaissent qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte est d'autant plus importante qu'au vu de l'aspect affirmé des inscriptions, le calendrier était probablement utilisé depuis de nombreuses années déjà lorsqu'elles ont été réalisées. Cette découverte oriente ainsi vers une origine encore plus précoce du calendrier. Durant le milieu de la période préclassique, entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 250 ans après Jésus-Christ, si ce n'est avant selon David Stewart, auteur du rapport de la découverte. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce même site bouleverse l'histoire maya, puisque les inscriptions en hiéroglyphes apparues dans les fondations de la pyramide et datées de 200 à 300 avant Jésus-Christ ont repoussé les origines de l'écriture maya. Désormais, c'est donc au tour du calendrier de voir son histoire bousculée. Portail égyptien. Un très mystérieux portail vient d'être identifié en Égypte. Le supposé portail vers l'autre monde est situé au temple de Abydos, l'une des plus vieilles nécropoles du pays. Et le temple en question a été bâti par le pharaon Séti Ier au-dessus de la structure d'un autre temple encore plus ancien et qui contenait des secrets jusqu'ici inconnus. Mais étrangement, les pharaons ainsi que les prêtres d'Abydos croyaient que c'était le point d'accès le plus proche entre notre monde et l'au-delà. Mais encore plus intrigant, l'ancien temple était censé être le sacerdoce de Melchisédek, une sorte de groupement de prêtres nommés à partir du personnage biblique cité dans le livre de la Genèse. Mais pas grand-chose n'est connu de ces prêtres de nos jours. Et le peu de preuves archéologiques dont on dispose montrent très clairement qu'ils étaient très respectés, parce qu'ils étaient censés posséder un savoir secret du cosmos qui pouvait permettre aux hommes d'atteindre un niveau plus élevé de conscience de soi. Mais ils étaient aussi et surtout les gardiens du portail, cachés au milieu du temple et qui pouvaient transporter les hommes à travers le temps et l'espace. Bien sûr, aucun portail réel n'a jamais existé, mais la croyance et les mentions de ce portail ont bel et bien existé. Pour certains historiens, le pharaon aurait donné l'ordre de bâtir un temple au-dessus du prétendu portail pour justement étouffer cette croyance et ses disciples. Le paysage de Stonehenge. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Southampton a révélé la nature du paysage préhistorique qui entourait le célèbre monument de Stonehenge. Le paysage en question était présent déjà 4000 ans avant la construction du célèbre monument. La zone l'entourant aujourd'hui n'est rien de plus que des plaines et des champs, mais à l'époque de la construction et bien avant, le paysage était très différent. La plus grande surprise est que les chercheurs
archéologues ont confirmé que la zone était partiellement boisée, contrairement aux croyances précédentes qui avançaient que la zone était une forêt très dense qui a disparu en raison de l'exploitation humaine. L'étude prouve au contraire que l'endroit n'était que partiellement boisé et de façon très éparse. La zone était aussi habitée par du bétail sauvage, des cerfs et des sangliers. C'était en réalité le terrain de chasse parfait et l'endroit idéal afin de se sédentariser pour des êtres humains primitifs, avec un accès abondant à du gibier sauvage et à des terrains adaptés à de l'agriculture. Mais avant cette étude, les historiens supposaient que les premiers humains du néolithique avaient délibérément coupé tous les arbres de la région afin d'y transporter des mégalithes et les disposer de façon à former le monument si distinctif. Mais il s'avère désormais que ce n'était pas vraiment le cas. Les premiers hommes à s'installer dans la région n'ont pas eu besoin de couper des arbres ni pour bâtir leurs monuments, ni d'ailleurs pour pouvoir planter leurs récoltes. Ils auraient même pu construire Stonehenge dans une clairière en plein milieu de la forêt éparse, entourée d'arbres et d'animaux sauvages. Et c'est cet aspect qui a vraiment surpris les experts. Le trésor perdu d'Atahualpa. Le mystérieux trésor inca d'Atahualpa est peut-être l'un des plus grands trésors perdus, mais aussi l'un des plus grands mystères teintés de sang. Le trésor en question était sous forme de convoi chargé de merveilles. Trônes et fontaines en or massif, vases et plats finement décorés, on parle de 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent. L'histoire commence en 1532, quand le sanguinaire conquistador espagnol, Francisco Pizarro et ses troupes débarquent au nom de la couronne espagnole sur la côte nord de l'actuel Pérou, en pays inca. Poussés par l'appât du gain, ils partent à la rencontre de l'empereur Atahualpa, qui sera le dernier empereur inca. Les conquistadors capturent Atahualpa et massacrent ses sujets par milliers. C'est là que l'empereur trompé accepte de payer 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent aux Espagnols. Mais Pizarro, craignant que son otage ne se venge, le fait étrangler le 29 août 1533, mais ce, avant d'avoir reçu la totalité des richesses. Mais apprenant la mort de son empereur, le chef militaire inca, Ruminawi, dissémine et cache le reste du trésor dans la jungle équatorienne du massif des Yanganatis. Torturé, le général Ruminawi meurt en 1535 sans rien révéler. Dans les décennies qui suivent, quelques caches mineures sont découvertes. L'argent de l'une d'elles sert d'ailleurs à la construction de la cathédrale San Francisco à Quito, en Équateur. Et selon les dires des dirigeants incas de l'époque, la part perçue par les conquistadors ne représentait qu'à peu près un 25e de la rançon. Le reste étant encore à découvrir quelque part dans les montagnes, au fond d'une grotte ou au fond d'un lac. Le livre de Daniel. Le livre de Daniel fait à la fois partie de l'Ancien Testament et de la Bible hébraïque. Et comme tout ancien écrit religieux, il y a une grande rupture entre les croyances religieuses et les faits historiques avancés par les historiens et les archéologues. Mais que se passe-t-il quand la limite entre les deux devient floue? Par exemple, les historiens pensaient qu'un des personnages les plus importants de la Bible, le roi David, n'était qu'un simple mythe. Les plus optimistes pensaient que tout au plus, c'était un chef de tribu et certainement pas le roi historique d'une dynastie. Ce n'est qu'en 1993 que la découverte d'une stèle et de plusieurs artefacts ont permis de prouver au-delà de tout doute qu'il était non seulement un personnage historique, mais qu'il était aussi un puissant roi à la tête d'une dynastie. D'ailleurs, c'est le même constat pour le roi Balthazar. Les historiens avaient prétendu que le roi Balthazar, lui aussi mentionné dans le livre de Daniel, n'avait jamais existé. Ils en étaient convaincus parce que les archéologues n'avaient pas trouvé de preuves que ce roi ait vraiment existé. Toutefois, les choses ont changé en 1854. Des archéologues ont découvert 4 cylindres en argile écrits en cunéiforme dans les vestiges de la cité d'Our, l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la Mésopotamie antique. Sur les cylindres en question, appelés cylindres de Nabonide, il y avait des inscriptions, et une d'elles contenait une prière pour qu'une longue vie soit accordée au roi babylonien Nabonide, mais aussi à son fils aîné, Balthazar. Même les détracteurs ont dû l'admettre. Cette découverte prouve que Balthazar a bel et bien existé.
Autre exemple, le roi Nabuchodonosor II qui a régné de 605 à 562 avant Jésus-Christ, connu pour être un très grand bâtisseur. Dans 95% des vestiges de son royaume, on a trouvé des briques à son nom. Il fait construire son palais sur une colline proche de la capitale Babylone, où il fait également aménager les célèbres jardins suspendus de Babylone, merveille du monde antique. Mais le livre de Daniel raconte qu'il fut chassé du milieu des hommes et qu'il se mit à manger de l'herbe comme des bœufs. Certaines études modernes ont indiqué que Nabuchodonosor ait souffert d'un trouble psychologique appelé boanthropie, qui consiste à se prendre pour un bovin et à se comporter comme tel. Des rêves, l'hypnose et la suggestion et l'autosuggestion peuvent contribuer à déclencher de tels troubles. Mais à votre avis, quel autre mythe pourrait se révéler réalité dans l'avenir? Dites-le moi en commentaire. Le Vimana. Dans les textes indiens antiques, remontant jusqu'à 4000 ans, on peut retrouver des mentions très troublantes d'une très mystérieuse machine volante qui est étonnamment bien décrite et qui repose sur des principes qui paraissent trop avancés pour l'époque. Un Vimana est une machine volante décrite dans plusieurs textes sanskrits du Ramayana au Yajurveda. Dans certains cas, ils sont même décrits comme d'énormes temples ou des palaces qui traversent les cieux comme des sortes de villes volantes. Le célèbre poème épique hindou, le Mahabharata, qui pourrait remonter jusqu'à 5000 ans, raconte de fantastiques machines volantes utilisées par les dieux, appelées chariots des dieux, chars du soleil et oiseaux mécaniques. Et ces véhicules sont décrits avec énormément de détails, ce qui implique qu'ils ont été vus par les scribes de l'Inde et documentés afin que d'autres personnes puissent comprendre. Et en les lisant avec une compréhension contemporaine de la technologie, nous pouvons voir comment les anciens Indiens décrivaient les ovnis et les avions dans les termes primitifs qu'ils comprenaient. Les chars volants utilisés par les dieux qui sont des créatures avancées et qui parcourent de grandes distances dans le ciel. Et dans ces mêmes textes, les Vimana étaient même capables de se lancer dans l'espace pour visiter d'autres planètes. Selon ces mêmes textes, la propulsion était réalisée au mercure, associée à des techniques vibratoires de certains sons capables de libérer de puissantes énergies. D'autres descriptions très équivoques font directement penser à des moteurs ou des réacteurs, et les Vimana étaient apparemment équipés d'au moins 2 d'entre eux. Mais comment pouvaient-ils connaître l'existence ou même comprendre le fonctionnement d'une telle technologie? Selon ces mêmes récits, ces engins étaient aussi équipés d'armes. Bien sûr, aucune trace ou preuve de leur existence n'a jamais existé. Néanmoins, le nombre de mentions fait de tels véhicules dans les textes anciens, ainsi que les descriptions, parfois très détaillées, laissent tout de même songeur quant à une potentielle inspiration réelle. Crise financière romaine. L'Empire romain était peut-être bien plus semblable à notre civilisation actuelle que l'on pourrait le penser. Dès qu'on évoque l'Empire romain, ce qui vient à l'esprit est qu'ils étaient extrêmement avancés pour leur époque et qu'on leur doit bon nombre des inventions qui nous servent toujours. Mais on partage aussi un autre aspect de leur société qui est beaucoup moins connu et qui pourrait nous servir d'avertissement pour notre propre avenir. L'historien Charles Bartlett a comparé un événement survenu dans l'Empire romain il y a plus de 2000 ans à la crise économique de 2008. En l'an 33 de notre ère, l'Empire romain a plongé dans une récession économique qui a causé un véritable chaos. Dans la Rome antique, le prêt à intérêt était fréquemment pratiqué par les riches particuliers et notamment par de nombreux membres de l'élite impériale, sénateurs et chevaliers. Mais en 33, ces prêts se raréfient, ce qui se traduit par une grave crise. Dans un premier temps, les prix des terres baissent, les endettés éprouvent donc des difficultés pour céder leurs biens immobiliers en vue de rembourser leurs prêts. Et puis dans un second temps, et afin d'encourager le marché de l'immobilier, il est donc décidé d'appliquer une mesure édictée par Jules César mais tombée en désuétude, exiger des sénateurs qu'ils détiennent les 2/3 de leur fortune en propriété foncière dans la péninsule italienne. Mais cette mesure engendre en réalité des conséquences désastreuses, causant de trop nombreuses ventes de terres, ce qui en fait baisser le prix. Tacite écrivait dans les Annales les moyens employés comme remède, la vente
vente et l'achat produisent un effet contraire et certains gros patrimoines subirent des pertes considérables, ce qui entraîna un véritable déclassement social de façon très similaire à ce qui s'est passé en 2008. Mais heureusement, l'empereur avait un peu de jugeote et de discernement. C'est donc l'empereur Tibère lui-même qui a cédé près de 100 millions de sesterces de sa propre fortune pour des prêts à 3 ans sans intérêt, afin de redonner de la liquidité à l'économie et restaurer la confiance. Mais visiblement, les mesures prises pour limiter les prêts à intérêt seront très vite oubliées comme l'écrivait Tacite. La rigueur initiale, comme dans la plupart des cas semblables, fit place à la négligence finale. Plaques de plomb de Sinaïa. Les plaques de plomb de Sinaïa sont soit l'une des plus grandes arnaques de l'histoire ou bien l'un des trésors incompris les plus inestimables. Selon la tradition orale, ces plaques ne seraient que des répliques des plaques originales faites en or, avec des inscriptions faites dans un langage inconnu, écrit avec l'alphabet grec et quelques ajouts d'autres caractères. Leur origine est très obscure, mais la première mention connue de ces plaques remonte à la découverte des 200 plaques de plomb dans l'entrepôt du musée des antiquités de Bucarest en Roumanie au 19e siècle. La collection était composée de près de 200 pièces et personne n'est jamais arrivé à remonter leur origine ni à trouver une quelconque traçabilité, comme si elles avaient atterri dans l'entrepôt du musée comme par magie. Des photos existent des 200 plaques découvertes, mais aujourd'hui il n'en reste que 35, le reste étant lui aussi disparu comme par magie. Au moment de leur découverte, elles ont été ignorées, considérées comme des contrefaçons car elles semblaient neuves, sans aucune trace d'usure ou de corrosion. Mais apparemment, les plaques avaient tout de même assez de valeur pour que le gouvernement roumain les envoie en Russie durant la Première Guerre mondiale afin qu'elles soient préservées aux côtés d'autres objets de valeur ainsi que les réserves d'or du pays s'élevant à 120 tonnes. Un trésor dont la majeure partie ne sera jamais restituée. Et ce n'est qu'en 2003 qu'il y a un regain d'intérêt autour des plaques, à la suite de la publication d'un rapport à leur sujet par l'ingénieur Dan Romalo. L'histoire la plus persistante est que les plaques originales en or auraient été conservées pendant un certain temps au monastère de Sinaïa. C'est là où l'or aurait été fondu et revendu pour la construction du château de Pélèche. Et c'est pour cette raison que des copies en plomb auraient été créées. Mais pour d'autres, les plaques originales en or faisaient partie du trésor roumain qui n'a jamais été rendu par la Russie. Et le contenu des plaques n'a jamais pu être déchiffré et les illustrations complexes qu'elles contiennent n'apportent pas beaucoup d'informations. Les non-chimioles. L'un des cas les plus mystérieux et les plus troublants d'hystérie de masse a été décrit dans le livre Epidemics of the Middle Ages de l'auteur J.F.C. Ecker. L'histoire se passe durant le Moyen-Âge, même si aucune date précise n'est donnée. Dans un couvent isolé en France, une religieuse a commencé à miauler comme un chat, un animal étroitement associé au diable dans le catholicisme. Bientôt, d'autres membres de sa compagnie ont commencé à miauler également. Ensemble, ils miaulaient parfois pendant des heures. Et pour contenir la situation, des soldats ont été amenés et chargés de fouetter et de battre les religieuses jusqu'à ce qu'elles promettent de s'arrêter. Un cas similaire se produit en Allemagne peu de temps après, au XVe siècle. Cette fois, des religieuses ont commencé à se mordre. Mais encore plus bizarre, lorsque les nouvelles ont circulé, d'autres couvents de la région ont commencé à rencontrer le même problème. Bientôt, l'épidémie piquante s'est propagée jusqu'en Hollande et à Rome, sans explication claire de la raison pour laquelle cela s'est produit. Selon les rapports de l'époque, les morsures ont finalement cessé quand les prêtres et les autorités ont commencé à fouetter les religieuses et à les jeter dans des barils d'eau froide et à les emprisonner. Mais le cas le plus marquant et certainement le mieux documenté d'hystérie collective durant le Moyen-Âge a eu lieu en juillet 1518, alors que la maladie et la famine déferlaient dans les rues de Strasbourg en France. Une chose étrange s'est produite. Une femme nommée Trophéa a commencé à danser dans les rues et après une semaine, d'autres l'avaient rejointe et en août, plus de 400 personnes étaient alignées en silence dans les rues de la ville. Les médecins étaient perplexes mais sont arrivés à la conclusion que les danses incessantes étaient causées par de la fièvre et ont recommandé aux malades de continuer jusqu'à ce que la fièvre s'éteigne. Mais bientôt, les gens allaient commencer à s'évanouir par épuisement dû à la chaleur. Certains sont même morts.
La manie de la danse ne s'est terminée que lorsque les gens ont été retirés de force des rues et emmenés dans des sanctuaires afin de prier Saint Jean-Baptiste ou Saint Guy pour les guérir de la malédiction dansante. À votre avis, à quoi sont dues ces hystéries collectives? Et surtout, pourquoi sont-elles si contagieuses? Chevalier du Temple. Durant Noël de l'année 1118, un ordre religieux militaire voit le jour à Jérusalem après que le roi de Jérusalem Baudouin ait persuadé un groupe de 8 chevaliers francs réunis autour du champenois Hugues de Pint afin de protéger les pèlerins de la ville sainte. Les hommes qui se faisaient appeler à cette époque les pauvres chevaliers du Christ allaient prendre une toute autre dimension une décennie plus tard seulement, en 1128, quand Saint Bernard les impose définitivement dans l'Église durant le Concile de Troyes pour qu'ils deviennent les chevaliers de l'ordre du Temple. Les membres de l'ordre embrassent une vie monastique, faisant vœu de chasteté et doivent obéissance à la discipline militaire et à leur communauté. En tout cas, c'est ainsi que l'ordre a débuté. Mais moins de 2 siècles plus tard, en 1314, les croisades étaient terminées après la perte définitive de la Terre Sainte, et l'ordre fut victime de la lutte entre la papauté et le roi de France Philippe le Bel. Ce dernier allait tout mettre en œuvre afin d'obtenir la dissolution de l'ordre, mais qui allait aussi envoyer leur grand maître, Jacques de Molay, sur le bûcher à Paris pour des crimes absurdes. C'est ainsi la fin d'une des organisations religieuses et militaires les plus mystérieuses, les plus riches, mais aussi les plus fascinantes de l'histoire. Mais la légende entourant l'ordre ne s'est jamais éteinte, et les théories ne sont pas ce qui manque. La légende urbaine la plus persistante est que les chevaliers de l'ordre du Temple auraient créé une nouvelle société secrète, à savoir les francs-maçons. Ce n'est rien d'autre qu'une légende néanmoins inventée par l'un des pères fondateurs de la franc-maçonnerie. C'est Andrew Michael Ramsay ou André Michel de Ramsay, un Écossais principalement établi en France et dont le discours prononcé en 1736 est considéré comme un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie en général et de la tradition maçonnique française en particulier. C'est lui qui a en premier prétendu que les premiers francs-maçons descendent directement des Templiers et qu'ils sont les héritiers de leur tradition. Mais ce n'était rien de plus qu'une ruse de sa part afin de se mettre dans les bonnes grâces de l'aristocratie française et d'utiliser la légendaire réputation des Templiers afin de séduire le plus grand nombre de recrues puissantes et influentes. Sigiriya. Sigiriya est certainement l'un des lieux les plus fascinants, les plus époustouflants et les plus emblématiques du Sri Lanka et de toute l'Asie. Le site mystique est une forteresse mégalithique qui culmine au-dessus d'un immense rocher de 370 mètres d'altitude et aux parois abruptes, et qui surplombe des paysages infinis de jungle dans toutes les directions. Aussi appelé Rocher du Lion, le site archéologique qui était une capitale royale du Sri Lanka abritait une forteresse et un palais culminant à 180 mètres au-dessus des plaines environnantes. L'accès au sommet du rocher n'est possible que par la face sud et il est obligatoire de passer dans un goulot d'étranglement pour accéder aux marches qui mènent à la base du rocher et qui est entouré par 2 gigantesques pattes de lion. Les archéologues pensent que l'entrée de la forteresse était gardée par une gigantesque statue de lion de plus de 10 mètres de hauteur et qui imposait sa majesté à toute la vallée. Les archéologues estiment que la statue en question était plus grande que le sphinx lui-même, mais la statue est aujourd'hui disparue et il ne reste plus que les pattes. La forteresse et le palais ont été bâtis vers le 5e siècle de notre ère durant la dynastie d'Atusena, mais le rocher a été occupé bien avant ça. Une sculpture à même la roche d'un Bouddha couché date du 2e siècle avant Jésus-Christ et des graffitis laissés là dans des grottes par des moines bouddhistes remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les moines bouddhistes le considéraient comme un lieu saint aux propriétés spirituelles magiques et il était une destination pour tous les bouddhistes du pays, voire même pour ceux qui venaient du sud de l'Inde. Le palais et la forteresse seront utilisés jusqu'en 495, mais suite à la défaite du roi Kassapa Ier, Sigiriya redevient une communauté monastique bouddhiste Sangha. Cryptos. L'un des plus grands mystères des temps modernes qui fascine et intrigue les cryptographes du monde entier trône dans l'enceinte du quartier général de la CIA en Virginie depuis 1990. La mystérieuse sculpture nommée Cryptos se compose d'un petit bassin entouré d'une large plaque de cuivre en forme de S dans laquelle ont été découpées des lettres de l'alphabet. La légende veut que ces messages constituent eux-mêmes une énigme, faisant référence à quelque chose qui serait enterré sous le sol de la CIA.
Et malgré les efforts des meilleurs cryptographes, le message n'a pas encore été totalement décodé. Et en 1991, un groupe de stagiaires de la NSA se rend au siège de la CIA. Ces derniers notent alors sur des feuilles le code inscrit sur la sculpture. Et en travaillant à partir des notes, ils se rendent rapidement compte que la sculpture comporte 4 parties bien distinctes. Ils sont aussi certains que ce code a été conçu à la main, sans l'aide d'un ordinateur. Et en à peine quelques jours, l'équipe réalise l'exploit de déchiffrer les 3 premières parties du puzzle. Mais rapidement, ils décident de ne pas poursuivre leurs travaux, la 4e et dernière partie étant trop compliquée à décrypter. Le premier message est une phrase poétique que Sanborn, l'artiste ayant réalisé la sculpture, a composée lui-même. Et la phrase dit « Entre nuances subtiles et absence de lumière se cache la nuance de l'illusion ». Le deuxième message fait allusion à quelque chose d'enterré dont voici un extrait. C'était totalement invisible. Comment est-ce possible? Ils ont utilisé le champ magnétique terrestre, X. Les informations ont été rassemblées et transmises au sous-sol à un lieu inconnu, X. Est-ce que Langley est au courant? Il devrait, s'est enterré quelque part, X. Le troisième message est quant à lui bien mystérieux. C'est un extrait du journal de l'archéologue Howard Carter décrivant l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922. Et l'extrait en question est le suivant. Lentement, très lentement, les restes de débris de passage qui encombraient la partie inférieure de la porte ont été enlevés. Les mains tremblantes, j'ai fait une petite brèche dans le coin supérieur gauche. Et puis, élargissant un peu le trou, j'ai inséré la bougie et jeté un coup d'œil. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme. Mais à présent, des détails de la pièce à l'intérieur émergeaient de la brume. X, pouvez-vous voir quelque chose? Et des années plus tard, le mystère de Kryptos reste inviolé. Et le créateur de la sculpture et de l'énigme continue de divulguer des indices au compte-gouttes accueillis avec joie par les puristes. Le dernier en question a été révélé en 2014, mais la mystérieuse sculpture s'obstine à garder son secret. La maison Winchester. L'un des lieux les plus cyniques et les plus teintés de mysticisme des temps modernes est sûrement la maison numéro 525 sur le boulevard Winchester à San José en Californie. La maison à l'architecture atypique est l'une des plus étranges des États-Unis et du monde entier. Son histoire commence en 1884 quand une certaine Sarah Winchester achète la maison ou plutôt le palais. La femme est la veuve de William Winchester, l'homme qui était à la tête de l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'armement. Mais après la mort de son mari, elle a hérité d'une somme de 20 millions de dollars, l'équivalent aujourd'hui d'un demi-milliard de dollars, en plus de près de 50% de la compagnie, devenant l'une des femmes les plus riches au monde. Mais après avoir perdu son mari et sa propre fille et son beau-père, Sarah s'est tournée vers le mysticisme et a commencé à consulter des voyants et des médiums. Mais suite à une très troublante séance avec un médium, il l'informe qu'il a eu la chance de communiquer avec son défunt mari. Sarah commence à remarquer alors des événements bizarres dans la maison. L'esprit lui aurait dit que toutes les tragédies qui ont frappé la famille Winchester sont la vengeance de ceux qui sont décédés par les armes vendues par la société familiale. Et pour se protéger des esprits, Sarah devait bâtir une maison au plan complètement aléatoire, dans lequel les esprits pourraient se perdre. Elle devait même changer la distribution de la maison tout le temps de façon continue, sous peine de rejoindre son mari. Et la prédiction allait la bouleverser à tel point qu'elle commença les travaux dans la maison tout de suite. Des travaux qui allaient se poursuivre de façon ininterrompue pendant près de 40 ans. Sarah imaginait et dessinait les changements et les plans elle-même. Et la maison a eu au total plus de 160 chambres, un véritable labyrinthe de couloirs, des escaliers qui ne mènent vers nulle part, des portes secrètes, des fenêtres qui ne s'ouvraient pas, des culs-de-sac et même des portes qui donnaient sur des murs. Sarah a dilapidé toute sa fortune sur ces modifications et en 1922, rien n'a été découvert dans son coffre après son décès, à part 2 mèches de cheveux venant de son mari et de sa fille. Le prêtre de la magie. Des archéologues en Égypte viennent de faire la découverte impressionnante de la tombe d'un prêtre magicien dans le cimetière d'Abou Sir à Gizeh. Le tombeau gigantesque faisant 21 mètres de long sur 13 de large et 3 mètres de hauteur, inviolé depuis plus de 4500 ans, est le témoin de l'immense importance de l'homme durant sa vie. L'homme avait le titre de physicien en chef de Haute et Basse-Égypte sous l'Ancien Empire, durant la 5e dynastie entre 2000
2500 et 2300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il était le premier médecin de l'Égypte à l'époque, en plus d'être un prêtre et un magicien, excusez du peu. Et l'entrée de la tombe était fermée par une large porte couverte de hiéroglyphes révélant que son occupant était le prêtre de Khoumne ou prêtre de la magie. Magie, médecine et religion étaient des disciplines étroitement liées en Égypte antique, et les médecins utilisaient de nombreuses techniques, et un grand nombre d'entre elles étaient basées sur des croyances religieuses. D'ailleurs, la plupart des physiciens étaient également des prêtres du culte égyptien. Il était même assez commun que les prêtres se spécialisent dans une discipline médicale, et cette spécialisation se déterminait souvent par rapport à leur croyance en différents dieux, qui contrôlaient justement différentes parties du corps humain. Mais grâce à des papyrus découverts, on sait que les Égyptiens pratiquaient aussi des interventions médicales, voire même chirurgicales assez avancées pour retirer des kystes par exemple, voire même des tumeurs. Et la tombe elle-même a été découverte quelque part entre Gizeh et la nécropole de Saqqara, ce qui semble assez particulier pour une personnalité aussi importante. Mais cela prouve qu'il y a déjà 4500 ans, Gizeh était déjà saturé par des monuments et des complexes funéraires, ce qui a poussé les bâtisseurs et les responsables à s'éloigner progressivement de Gizeh jusqu'à Saqqara. La rivière enchantée. Au fin fond des jungles philippines, il existe une rivière époustouflante et qui jaillit de virtuellement nulle part avant que ses eaux ne se déversent dans l'océan. Elle est appelée rivière enchantée d'Inatuan et se trouve sur l'île de Mindanao aux Philippines. La rivière salée atteint jusqu'à 25 mètres de profondeur et son cours n'est pas vraiment assez lent pour être considéré comme une rivière. Mais cela ne l'empêche pas d'être considéré comme un lieu de légende depuis l'Antiquité. Mais puisque la rivière jaillit des profondeurs de la terre et n'a aucune source visible, les gens de la région ont toujours cru qu'elle était d'origine mystique. Mais même la science moderne peine toujours à déterminer exactement d'où l'eau salée jaillit. La meilleure théorie est qu'il existe un système de cavités souterraines qui expulse les eaux salées depuis les fonds terrestres. Mais jusqu'ici, la rivière enchantée s'obstine à garder ses secrets et le système souterrain reste en majeure partie incompris et inexploré. D'ailleurs, l'une des rares tentatives d'exploration a coûté la vie au scientifique et plongeur Dr Alfonso Amores en 2014. Mais ce qui la rend encore plus mystérieuse est le fait que les eaux soient parfaitement limpides et claires comme le serait une source d'eau douce. La rivière est entourée de mysticisme et de légendes. Les locaux racontent même que des fées ont jeté des saphirs et des pierres de jade dans la rivière pour lui donner ses reflets bleu turquoise et vert émeraude. La légende raconte aussi qu'elle abrite un poisson magique qu'il est impossible d'attraper. Oak Island. Il y a presque 2 siècles et demi, 3 jeunes garçons ont découvert une cavité verticale sur l'île aux chênes ou l'île Oak dans la province de Nouvelle-Écosse au Canada. Et après avoir creusé sans relâche pour plusieurs jours, avant de tomber tout d'abord sur une couche de pierre, puis à 3, 6 et 9 mètres sur des plateformes en bois. Mais la régularité de ces plateformes et leur succession à 3 mètres d'intervalle laisse penser à ces jeunes gens que c'est une œuvre humaine et que ça a été créé pour dissimuler un trésor. Ils nomment le trou le Money Pit ou puits au trésor. Mais les fouilles ne seront reprises qu'une décennie plus tard, mais cette fois par un groupe organisé, la Linz Syndicate, qui reprend les fouilles abandonnées par les 3 adolescents. Et tout comme eux, les ouvriers vont découvrir des plateformes tous les 3 mètres. Et à 27 mètres de profondeur, ils trouvent une pierre rectangulaire gravée de signes mystérieux. Incapables de la déchiffrer, ils continuent à creuser jusqu'à 33 mètres, soit la 11e plateforme. Mais fait très troublant, l'inscription qui était gravée sur la pierre était en caractère tifinagh, langue amazigh d'Afrique du Nord, mais le message est en anglais. 40 pieds plus bas sont enterrés 2 millions de livres. Mais à partir d'une certaine profondeur, le puits se remplit d'eau, rendant les fouilles extrêmement plus laborieuses. Et les fouilles seront finalement abandonnées pour manque de fond, mais elles seront par la suite reprises de façon successive et des découvertes plus ou moins importantes seront faites. Du chêne, 3 maillons en or d'une montre à gousset et des fibres de coco datées du 6e voire du 7e siècle. Le mystère de ce puits allait attirer les chasseurs de trésors du monde entier et l'un d'entre eux est un certain Franklin Delano Roosevelt qui allait devenir président des États-Unis. Certains pensaient que le trésor était un trésor pirate
pirates. Mais la théorie la plus persistante était la présence d'un trésor templier. Les supporters de cette théorie pensent que l'ancien grand maître de l'ordre, Henri Sinclair, aurait pu prendre la mer avec un trésor templier provenant de la Maison du Temple de Paris et qu'il aurait choisi Oak Island pour le dissimuler. Les fouilles sont d'ailleurs toujours en cours et sont même diffusées dans une célèbre émission. Mais malgré tous les moyens mis en œuvre, les découvertes restent très maigres malgré les grandes promesses. La majestueuse cité berbère. L'un des endroits les plus mystérieux et les plus mystiques d'Afrique se trouve au Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Volubilis était une ancienne ville berbère ou amazigh qui fut un jour la capitale du royaume de Maurétanie, à ne pas confondre avec la Mauritanie actuelle. L'endroit est millénaire et les premières traces d'occupation remontent au néolithique il y a à peu près 5000 ans, comme le prouvent des poteries découvertes sur le site. Mais après 3000 ans, le site a connu une véritable explosion démographique, passant d'une petite colonie, l'endroit est devenu une véritable cité et l'une des plus importantes des territoires berbères et puniques. Les Puniques ou Carthaginois ont même bâti des temples comme celui dédié au dieu Baal. La ville est devenue extrêmement prospère et a connu un rayonnement dans tout le bassin méditerranéen. Mais cette prospérité prit fin avec la chute de Carthage, événement qui a mis fin à la troisième guerre punique en 146 avant notre ère. Et suite à la destruction de Carthage, le royaume amazigh de Maurétanie a dominé une très grande partie de l'Afrique du Nord, s'étalant de ce qui est aujourd'hui l'Algérie aux côtes atlantiques de ce qui est aujourd'hui le Maroc. Le royaume sera ensuite annexé à l'Empire romain et l'un des rois de Volubilis était même l'époux de Cléopâtre Sélénée II, la fille de la célèbre Cléopâtre et de Marc-Antoine. Mais peu après la chute de l'Empire romain, la cité sera livrée à elle-même et tombera peu à peu dans la désuétude avant d'être abandonnée, mais pas complètement. La cité sera habitée par de très petits nombres jusqu'à la fin du XIVe siècle, date suite à laquelle elle tombe définitivement dans l'oubli. La tombe de Newgrange. La tombe de Newgrange a été bâtie il y a plus de 5000 ans par une mystérieuse civilisation sur laquelle on sait très peu de choses, même aujourd'hui. La structure néolithique impressionnante consiste en un gros tumulus circulaire au centre duquel se trouve une chambre mortuaire à laquelle on accède par un très lent corridor. Cette structure circulaire de 12 mètres de haut est composée de plus de 200 000 tonnes de terre et de pierre. Situé en Irlande, le monument peut toujours être utilisé aujourd'hui pour célébrer le solstice d'hiver plus de 5000 années plus tard. Et le plus impressionnant à propos de cette structure est que chaque année, au 21 décembre, la plus courte journée de l'année, et précisément à 9h17 du matin, le soleil pénètre directement dans la chambre centrale pour près de 15 minutes. Les rayons du soleil pénètrent à travers le très lent corridor qui mène vers la chambre funéraire, baignant presque 20 mètres de pierre dans une ambiance jaune doré, très chaleureuse et impressionnante. La civilisation ayant bâti la structure savait très clairement ce qu'elle faisait. Et au-dessus de l'entrée principale du monument, il y a une petite terrasse qui est alignée parfaitement avec le lever du soleil et le périmètre extérieur du tumulus est flanqué de pierres monumentales sur lesquelles il est possible d'observer des dessins en spirale et quelques trisquels que l'on retrouve aussi en Bretagne. Le site est tout autant impressionnant que le célèbre Stonehenge, mais il le précède de plusieurs siècles. D'ailleurs, il servait très certainement un usage similaire, si ce n'est le même que celui de Stonehenge, mais de l'autre côté de la mer d'Irlande. Et il s'y tenait très certainement des cérémonies religieuses liées au passage des saisons. Mais on ignore plus que l'on sait sur ces rituels, tout comme sur la civilisation qui en est responsable, excepté le fait que c'était sûrement une colonie de fermiers qui ont découvert par leurs propres moyens les secrets des étoiles. L'ingrédient secret. La Grande Muraille de Chine est peut-être ce qu'elle est aujourd'hui grâce à un ingrédient secret tout bonnement incroyable auquel personne ne s'attendait. Cette merveille d'ingénierie est d'ailleurs la seule structure humaine visible depuis l'espace. Et pourtant, sa construction a débuté vers 220 avant notre ère. Et si cette structure est toujours présente aujourd'hui, c'est grâce à un ingrédient inattendu et pourtant qui semble si évident pour la Chine. Loin de toute mauvaise blague ou cliché, l'ingrédient en question est du riz. Effectivement, des analyses scientifiques menées par l'université de Zhejiang sur le mortier utilisé dans la Grande Muraille de Chine ont permis d'identifier les éléments constituant le mortier qui a permis à la muraille de survivre pendant 2300 ans aux conditions climatiques les plus extrêmes et aux tremblements de terre.
Un mélange très improbable et pourtant très efficace, constitué de chaux mélangé à de l'eau et du riz gluant. Le mélange a été le premier mortier composite créé par l'homme à contenir des composés organiques et inorganiques. Intrigués par leur découverte hors du commun, les scientifiques décident alors de mener plus de tests en comparant deux mortiers similaires en tout, sauf que l'un d'eux contenait du riz alors que l'autre non. Et ils ont découvert que le riz gluant rendait le matériau bien plus stable et beaucoup plus résilient. Dans le mélange riz-chaud, l'amidon du riz, par sa structure de filet de pêcheur, va contenir la chaux humide et lui permettre par la suite de cristalliser en calcaire en microstructures, voire nanostructures au sein des filets. Le tour est joué. La structure va se consolider dans le temps. L'armature de l'amidon va servir de support armé et invisible de maintien pendant des millénaires. Les scientifiques pense même que ce matériau serait parfait pour restaurer d'antiques maçonneries. En plus de nourrir ses bâtisseurs, le riz a permis à la Grande Muraille de perdurer dans le temps pour qu'elle nous parvienne dans toute sa splendeur. Badguir. En voilà un sujet d'actualité. Avec la canicule, on se rend compte de l'importance de la climatisation. Mais imaginez-vous vivre dans les déserts persans il y a plus de 2000 ans. Eh bien, il s'avère qu'ils étaient peut-être mieux climatisés que la majorité d'entre nous. Prenez la France par exemple. Selon les chiffres de 2020, seulement 25% des foyers français sont équipés d'air conditionné. Mais avant même l'invention de ces technologies, les Perses concevaient déjà leur maison en prenant en considération les températures brûlantes du désert. Ils avaient inventé le système très ingénieux des attrape-vents ou badguir, une structure en forme de tour surplombant un bâtiment et ressemblant à une sorte de cheminée. Ces attrape-vents permettaient, grâce à la différence de pression entre le sommet et la base de la tour, de faire remonter l'air chaud vers le sommet et amener l'air froid vers le bas, créant ainsi un appel d'air dans les pièces qui étaient ventilées et se débarrasser de l'air chaud. Ce principe extrêmement simple se révélait terriblement efficace, surtout grâce à l'effet d'accumulation où les tests ont démontré que sur une période de 24 heures, la différence de température pouvait être significative. De plus, les tours étaient construites à base d'adobe faites de terre d'argile et de paille et d'eau. Des briques aux propriétés d'isolation impressionnantes qui permettaient d'accentuer encore plus l'effet. Et encore plus impressionnant, dans les maisons les plus cossues, les badguirs étaient couplés à des yakchals, des congélateurs perses dont on a parlé dans cette vidéo et qui permettaient réellement de réfrigérer l'air. Et l'ingéniosité des Perses ne s'arrêtait pas là, puisque dans certains bâtiments comme des mosquées, les attrape-vents servaient un double usage, à la fois minaret, mais ils servaient aussi à rafraîchir la salle de prière en contrebas, et tout cela de façon complètement écologique. Pas mal. OVNI et philosophe grec. Si l'intérêt autour des aliens et des ovnis n'a vraiment pris d'ampleur qu'au XXe siècle, le concept est aussi vieux que l'humanité. C'est ainsi que l'écrivain spécialisé en sciences et en technologie, Wade Rausch, a publié un livre où il retrace ses années de recherche sur les mentions historiques d'extraterrestres. Son travail remonte jusqu'à 2500 ans, au temps de la Grèce antique. C'était le philosophe grec Anaxagore qui a en premier suggéré l'idée selon laquelle une différente race d'êtres vivants pourrait habiter la Lune, une supposition hautement controversée. Les célèbres philosophes Platon et Aristote étaient en grand désaccord et ne croyaient pas en la pluralité des mondes et considéraient la Terre comme le centre de l'univers. En réalité, la pensée du philosophe présocratique était très en avance sur son temps. Il a été le premier à suggérer que la Terre flottait au milieu d'une immensité vide. Et croyez-le ou non, c'est un autre philosophe grec, Épicure, qui a été le premier à proposer l'idée des multivers ou des mondes parallèles. Il expliquait il y a déjà 2300 ans sa pensée dans des mots qui semblent incroyablement semblables à ceux de la science moderne. Les atomes étant en nombre infini et constituant des mondes, ceux-ci ne peuvent que l'être également. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Il n'y a donc rien qui empêche l'existence d'une infinité de mondes. Et le poète et philosophe romain Lucrèce partageait la même idée, et il pensait qu'il y avait d'autres terres habitées par des tribus variées d'êtres humains ainsi que différentes races de bêtes. C'est à se demander qu'est-ce qu'ils en penseraient avec toutes les avancées scientifiques et technologiques de notre époque. Le pigment quantique. Il y a plus de 2500 ans, les Chinois inventaient un pigment si exceptionnel et si avancé qu'il continue aujourd'hui même de révéler ses secrets. Des secrets dont certains fascinent et intriguent les physiciens quantiques. Le pigment en question
est un pigment artificiel appelé pourpre de Han, et les Chinois en étaient tellement fiers qu'ils l'utilisaient très abondamment. Et l'un des exemples les plus célèbres de son usage se trouve sur les soldats en terre cuite gardant la tombe du premier empereur de la dynastie Qin. On y a retrouvé les traces du pigment qui intriguent les archéologues depuis de longues années. Il s'agit du pourpre de Han qui, contrairement aux colorants analogues tirés de plantes et d'animaux pendant l'Antiquité et d'origine purement synthétique, est donc beaucoup plus résistant à la lumière. Il doit son nom à l'usage courant qui en était fait en Chine du temps de la dynastie Han. D'ailleurs, le processus de création de ce pigment hors du commun est tellement complexe et avancé qu'il n'a été redécouvert qu'en 1992. Avant cela, le savoir derrière sa fabrication était perdu pendant plus de 1800 ans. Le pourpre de Han s'obtient en chauffant à des températures très élevées, entre 850 et 1000 degrés Celsius, du sable en présence de cuivre et de barium, selon un processus étroitement lié à la technique de vernissage des céramiques. Ils avancent comme hypothèse que ce mode de fabrication a été découvert par les alchimistes taoïstes cherchant à reproduire du jade de synthèse à partir d'un verre. Mais ce n'est que le début des découvertes exceptionnelles avec ce pigment. Il s'est avéré qu'il possède des propriétés fluorescentes. Exposé à une simple lampe UV, le pourpre de Han émet un très fort rayonnement infrarouge. Et même si le rayonnement n'est pas visible à l'œil nu, une toute petite quantité exposée à de la lumière infrarouge peut facilement être détectée grâce à une caméra dédiée. Mais sa particularité la plus invraisemblable est sa capacité à changer de structure chimique. Le pourpre Han, sous l'influence d'un fort magnétisme, passe d'une structure moléculaire en 3 dimensions à une structure en 2 dimensions, laissant les chercheurs songeurs quant aux possibilités d'application aux supraconducteurs du futur. Ce matériau a été synthétisé pour la première fois il y a plus de 2500 ans, mais nous n'avons découvert que très récemment à quel point son comportement magnétique est exotique. Cela vous fait vous demander quels autres matériaux existent que nous n'avons même pas encore commencé à explorer. Les sarcophages du Sérapéum. En 1850, Auguste Mariette a entamé un voyage en Égypte afin d'acquérir des manuscrits antiques coptes pour le compte du musée du Louvre. Mais au lieu de cela, il va utiliser les fonds pour fouiller à Saqqara, un lieu qui le fascine et sur lequel il a écrit « Il y avait là, presque à la portée de ma main, tout un monde de tombeaux, de stèles, d'inscriptions, de statues. » Que dire de plus? C'est là qu'il remarque la tête d'un sphinx dépassant du sable. Un sphinx qui lui a rappelé la description faite par Strabon. Une avenue menant au Sérapéon, bordée de plus de 140 sphinx. Le voyageur grec affirmait qu'il se trouvait à Memphis un temple de Sarapis dans un endroit tellement sablonneux que les vents y amoncellent des amas de sable sous lesquels nous vîmes des sphinx enterrés, les uns à moitié, les autres jusqu'à la tête. Ce qui allait suivre est exceptionnel. En plus de découvrir plusieurs sphinx, il découvre une avenue qui était cachée sous le sable et qui l'amenait tout droit à l'entrée d'une catacombe perdue, à l'intérieur de laquelle il va trouver plus de 24 sarcophages gigantesques et impressionnants. Et on ignore toujours d'ailleurs comment ils ont pu être déplacés à l'intérieur du complexe funéraire et insérés avec une telle précision dans leur niche creusée à même la roche. La théorie principale est que les sarcophages ont servi à enterrer des taureaux apis sacrés il y a plus de 2500 ans. Un total de 50 taureaux apis seraient présumément enterrés là. Le taureau était censé être la manifestation vivante du dieu Ptah, mais le problème est qu'aucune momie de taureau n'a jamais été retrouvée dans le complexe, et les sarcophages étaient bien trop grands, même pour des taureaux mâles adultes. Autre étrangeté est que les sarcophages étaient faits à base de granit au lieu des pierres de calcaire généralement utilisées et qui sont bien plus faciles à travailler. D'autres théories existent afin d'expliquer l'usage de ces sarcophages gigantesques. Pour certains, ils servaient à générer de l'énergie grâce à la fermentation d'aliments, puisque les sarcophages étaient parfaitement hermétiques, mais quel que soit le cas, on ne sait toujours pas à quoi ont servi exactement ces sarcophages impressionnants, pesant chacun près de 40 tonnes. Chirurgie de l'au-delà. Quand le musée égyptien rosicrucien à San José en Californie a fait l'acquisition d'un sarcophage provenant d'Égypte en 1971, il était loin de s'imaginer les merveilles, mais aussi et surtout les mystères qu'ils allaient y découvrir. Au début, ils ignoraient que le sarcophage contenait une momie, mais suite à des investigations, ils ont pu déterminer que cette momie n'était pas le propriétaire initial du sarcophage. Le sarcophage appartenait à un prêtre
prêtre nommé Usermontu, dont la momie a été remplacée bien après sa mort. Néanmoins, l'occupant inconnu du sarcophage a hérité du nom Usermontu. Mais ce n'était que le début des découvertes hors du commun. Il s'avère qu'ils ont hérité d'un véritable mystère médical et des analyses menées sur la momie ont permis de déterminer que c'était une personnalité de haut rang en Égypte durant le Nouvel Empire entre le XVIe et le XIe siècle avant notre ère. Mais ce sont des scanners au rayon X qui ont laissé les experts perplexes. Dans le genou gauche de la momie se trouvait une tige métallique de près de 22 cm insérée avec une telle précision qu'elle aurait très bien pu être réalisée par un chirurgien moderne. D'ailleurs, la perfection de la procédure chirurgicale était tellement incroyable que les experts n'y ont pas cru, pensant un simple rajout fait durant le XXe ou le XIXe siècle afin de réattacher la jambe de la momie. Mais une analyse plus approfondie a permis aussi de retrouver une sorte de résine organique antique, d'ailleurs très similaire au ciment osseux utilisé de nos jours. L'investigation a aussi permis de découvrir que l'opération a été menée après la mort du défunt, afin de lui offrir son intégrité physique dans l'au-delà. L'usage d'une tige biomécanique et la précision avec laquelle elle a été insérée est bien au-delà de tout ce que l'on pensait possible à l'époque. Maquillage égyptien. Les Égyptiens ont non seulement bâti les pyramides les plus iconiques et les plus incroyables sur Terre, des nécropoles souterraines gigantesques et des statues impressionnantes, ils ont aussi perfectionné les soins cosmétiques et le maquillage. Une étude récente publiée dans The Journal of Scientific Reports avance que les techniques cosmétiques utilisées par les Égyptiens étaient bien plus avancées que ce que l'on peut penser. Les Égyptiens utilisaient du kohl, un produit cosmétique porté traditionnellement dès le début de l'Empire égyptien par les premiers pharaons. Du maquillage noir pour les yeux n'était pas seulement porté pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des fonctions religieuses, pour des soins thérapeutiques et pour des raisons d'hygiène. D'ailleurs, le kohl était tellement populaire que son utilisation s'étendait de l'Afrique du Nord au sud de l'Asie en passant par le Moyen-Orient. Il servait à la fois de mascara pour les cils et eyeliner pour accentuer le regard. Et des chercheurs ont examiné au total 11 flacons de kohl qui étaient gardés au musée Petrie d'archéologie égyptienne à Londres. Et ce qu'ils y ont découvert était impressionnant. Des traces de 8 nouveaux minéraux dont on ignorait la présence dans la recette du kohl égyptien, parmi lesquels un ingrédient à base de silicium, mais aussi 6 nouveaux ingrédients organiques, comme des graisses d'origine animale ou bien des huiles végétales. Rajoutez cela aux différentes découvertes de véritables palettes de fards de différentes couleurs et nuances, mais aussi les parfums très élaborés qui contenaient plusieurs dizaines d'ingrédients et même les angles polis et colorés au henné. Tout autant de pratiques qui prouvent la coquetterie des Égyptiens, qu'ils soient hommes ou femmes et de toute classe d'ailleurs. Mais cela prouve surtout à quel point les Égyptiens étaient avancés dans les procédés chimiques de fabrication de cosmétiques, puisque les différents ingrédients retrouvés dans la composition du kohl visaient à lui conférer de nouvelles propriétés, comme par exemple la résistance à la transpiration ou encore la facilité d'application, voire même pour favoriser son transport et sa conservation. Liber Linnaeus. Le Liber Linnaeus Zagrabiensis est un ancien texte très mystérieux, largement incompris et à l'histoire exceptionnelle. C'est le plus lent texte étrusque et le seul livre de l'un existant remontant au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et malheureusement, le texte s'obstine toujours à garder ses secrets, puisque la majeure partie du contenu reste incompris. Tout simplement parce que la langue étrusque n'est pas entièrement comprise. Mais en se basant sur le peu de mots connus, une vague idée du sujet a pu être déduite, et il semblerait qu'il soit un calendrier religieux qui souligne les dates les plus importantes pour les cérémonies religieuses de l'époque. Mais ce qu'il y a de plus fascinant sur ce texte est l'histoire de sa découverte. C'est en 1848 qu'un Croate achète un sarcophage à Alexandrie en Égypte comme souvenir de son périple. Surtout quand on sait que le sarcophage contenait la momie d'une femme. De retour à Zagreb, la momie est exposée au musée archéologique local. C'est là que les conservateurs du musée font la découverte exceptionnelle. C'est les pansements et les bandages en lin qui recouvraient la momie qui était entièrement recouvert d'une écriture
dans une langue décrite à l'époque comme inconnue et jusqu'alors non déchiffrée. Mais le mystère de cette momie ne s'arrête pas là, puisque la langue étrusque était une langue parlée en Étrurie qui se trouve dans l'actuelle Italie, plus précisément dans la Toscane. Et encore plus mystérieux, d'après un papyrus trouvé dans le sarcophage, la femme n'était pas du tout étrusque, mais égyptienne et s'appelait Nessiensu, femme de Paerensu, tailleur d'un temple à Thèbes. Le mystère est donc de savoir pourquoi ont-ils eu recours à un livre étrusque afin de la recouvrir. Était-ce juste une façon de recycler un ancien livre pour en faire des bandages, ou bien il y avait une autre raison? On ne le saura sans doute jamais. Et cette célèbre fresque cache un mystérieux message caché qui prouve le génie de De Vinci. Découvre-le ainsi que les plus grands secrets cachés dans des œuvres d'art en cliquant sur cette vidéo.